Bonjour. Il y a un peu plus de 60 ans, en décembre 1965, avait lieu la première élection de la Ve République au suffrage universel. Ce n'était pas la première élection au suffrage universel de l'histoire de la République, il y en avait une en 1848. Ce n'était pas la première élection présidentielle de la Ve République, il y en avait une en 1958, où c'est un collège élargi d'environ 80 000 personnes qui avaient voté. Mais en 1965, pour la première fois, pour la seule fois de sa vie, le général de Gaulle sollicite les voix directes des Français. Il faut remonter à 1962 pour trouver la genèse de cette élection. 3 ans plus tôt, en octobre 1962, de Gaulle propose par référendum aux Français de choisir eux-mêmes qui sera leur président. Ce choix suscite de fortes oppositions, le cartel des noms, comme on dira, et de Gaulle va à l'épreuve de force. Alors Hervé Guémard, pourquoi, du point de vue de Gaulle, demander aux Français de choisir eux-mêmes qui sera leur président de la République? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il pense à juste titre que ses successeurs n'auront pas sa légitimité, et comme il veut insérer un pouvoir présidentiel fort dans une république parlementaire, il ne veut pas que son successeur soit un notable façon 3e ou 4e République, ce qui serait le cas si le collège électoral de 1958 avait été maintenu. Antoine Pinay, par exemple. Antoine Pinay, par exemple, qu'on cite comme un successeur possible. La deuxième raison qu'on évoque rarement est liée à l'arme nucléaire, puisque un essayiste universitaire, Samy Cohen, a écrit un livre dont le titre est « La monarchie nucléaire », et c'est vrai que l'adoption par la France de la force de frappe, d'ailleurs au forceps, puisque on ne dit pas assez que le fameux article 49.3 a été utilisé pour la première fois sous la Ve République pour imposer au Parlement l'adoption de la loi de programmation militaire qui programme les crédits pour doter la France de l'arme atomique. C'est un changement considérable, puisque, comme vous le savez, le président de la République est le chef des armées. Avec l'arme nucléaire, il est encore davantage, si je puis dire, le chef des armées, donc il veut, comme successeur, après lui, un décideur. Et puis enfin, il y a toujours chez de Gaulle la volonté de vérifier l'adhésion populaire. C'est pourquoi d'ailleurs, pendant toute sa présidence, il y aura de nombreux référendums et qu'il quittera le pouvoir sur un référendum négatif en 1969. Donc je pense que c'est toutes ces raisons qui ont conduit à ce qu'il propose que les Français votent, et les Françaises, votent pour leur président de la République. Et puis il y a un élément circonstanciel qui est bien évidemment l'attentat du Petit Clamart à la fin du mois d'août 1962, où, comme il le dira lui-même, cette fois c'est passé près, donc il ne veut pas laisser la Ve République qu'il a voulu retomber dans la facilité et l'inconsistance. Merci. Donc 1965, une élection inédite. Pour la première fois, les Françaises qui ne votaient pas en 1848 et les Français choisiront leur président. Mais comment va se dérouler une élection? Comment construire une campagne? On est dans de l'inédit, donc dans de l'invention politique. Passons à la suite. Regardons cette affiche. Elle a été élaborée par l'agence Lefort Openo. Derrière ce nom, eh bien, 2 publicitaires, 2 femmes, graphistes, dessinatrices, qui finalement vont tenter de faire partager aux Français la candidature du général de Gaulle. Car finalement, pour de Gaulle, il y a une forme de complexité à être candidat à l'élection présidentielle. Il appartient déjà à l'histoire de France. Son histoire avec les Français a commencé en 1940. Comment solliciter leur voix? Cette question, d'autres candidats évidemment se la posent. Mais contrairement à de Gaulle, eh bien, ils partent de plus loin, puisque dès 1963, les conditions de l'élection présidentielle sont envisagées par les forces d'opposition de gauche et du centre. Alors Hervé Guémard, comment se met en place pour les autres familles politiques l'élection présidentielle, après qu'en 1962, eh bien, cette élection qu'ils ont combattue se soit imposée et soit désormais constitutionnalisée? Ils sont réalistes, puisque l'élection présidentielle au suffrage universel a été adoptée. Les forces d'opposition à de Gaulle se préparent. Il y a d'abord la gauche non communiste,
qui essaye de propulser une candidature mystère portée par le journal L'Express, Monsieur X. Et ce Monsieur X, finalement, sera Gaston Defferre, mais ça échoue. Et finalement, il y a une candidature de l'Union de la gauche et le Parti communiste, ce qui est assez étrange d'ailleurs, décide de soutenir François Mitterrand dès le premier tour. Les centristes s'organisent aussi, et c'est le maire de Rouen, Jean Le Canuet, qui s'impose comme le candidat centriste. Il est nouveau dans la vie politique, il est connu comme maire, il n'a jamais été ministre, à la différence par exemple de Joseph Fontanet, qui aurait pu être candidat, mais qui était un ancien ministre du général de Gaulle et un ancien de la France libre, donc c'est un peu compliqué pour lui. Et puis enfin, l'extrême droite s'organise. L'extrême droite qui capitalise à la fois sur le souvenir de Vichy et surtout sur le souvenir beaucoup plus récent de l'Algérie française. Et ce sera Jean-Louis Tixier-Vignancourt, un avocat avec une voix de stentor, qui fut déjà député d'extrême droite avant la Deuxième Guerre mondiale, qui sera le candidat de l'extrême droite et qui soutiendra d'ailleurs François Mitterrand au deuxième tour, ce qui faisait dire à André Malraux, Monsieur Mitterrand, vous êtes le candidat de 4 gauches dans l'extrême droite. Alors, les partis s'organisent, les machines politiques se mettent en place de manière assez précoce. La campagne est anticipée. Mais du côté du général de Gaulle, les choses sont plus complexes. Parce que l'annonce de la candidature est tardive, parce qu'il s'agit de mettre en place une machine politique à laquelle de Gaulle renacle, mais aussi et surtout parce qu'il s'agit pour de Gaulle de trouver le ton avec les Français. Alors ce ton, le jour de l'annonce de sa candidature, le 4 novembre 1965, le ton juste, peut-on estimer que de Gaulle le trouve tout de suite? Non, parce que d'abord il a beaucoup hésité à se représenter. Quand il a décidé de le faire, il a dû beaucoup hésiter sur la date, donc il se présente seulement un mois avant, et il n'a pas le bouton, puisqu'il insiste beaucoup sur le passé, sur 1940 et la suite, et la France, qui se modernise grâce à lui d'ailleurs à ce moment-là, ne veut pas entendre seulement ce discours-là, elle veut qu'on lui parle d'avenir. Et donc, sa déclaration de candidature n'est pas vraiment une réussite, ce qui permet aux autres candidats de se démarquer. J'ajoute que c'est la première fois qu'il y a une campagne officielle à la télévision, ce qui permet aux challengers, Le Canuet, Mitterrand, Tixier-Vignancourt, et puis un original qui s'appelle Marcel Barbu, j'allais dire, de crever l'écran. Et les Français découvrent quelqu'un d'autre que de Gaulle, donc qui prendront beaucoup d'avance sur le général dans cette campagne. Alors, un autre aspect qu'on imagine, c'est qu'avec de Gaulle, la machine d'État se met à son service pour faire campagne. Et pourtant, le siège de la campagne, c'est ici, c'est rue de Solferino. Alors, est-ce que finalement, la campagne sur le plan matériel du général de Gaulle, c'est une campagne de masse, c'est une campagne réussie, c'est une campagne où une machine électorale laboure en quelque sorte le territoire national? Ah non, c'est complètement improvisé et artisanal. Par exemple, par comparaison, Le Canuet fait appel à un publicitaire français qui s'appelle Michel Bongrand, qui a suivi les campagnes de Kennedy aux États-Unis, et c'est d'ailleurs pour cela que, parlant de Servan-Schreiber, Mauriac l'appellera Kennedyon. Donc il importe le marketing politique à l'américaine. Et ici, dans ces 5 rues de Solferino, on est tout sauf dans le marketing, bien évidemment, puisqu'on connaît l'austérité du général, sa répulsion à faire de la communication, même si, quand il est naturel, il est un excellent artiste et un excellent communicant politique. Mais ce début de campagne, et d'ailleurs jusqu'au premier tour du général de Gaulle, sera une campagne assez terne. Et c'est vraiment entre les 2 tours, puisqu'il y a 2 semaines entre les 2 tours d'une élection présidentielle, que le candidat se révélera et convaincra la majorité des Français. Donc en effet, les sondages se détériorent pour le général de Gaulle, et au soir du premier tour,
Surprise, pour lui, il est mis en ballottage. 44,7% des voix contre 31,7% à François Mitterrand, Jean Le Canuet, qui ne peut pas se maintenir au second tour, réalisant pour sa part un score de 15,5%. Le scrutin de ballottage, une nouvelle phase de la campagne s'ouvre donc. Pour le général de Gaulle, qui se réclame d'une légitimité depuis 1940, être mis en ballottage, c'est bien évidemment un choc, peut-être même un doute, puisqu'il y a sans doute une hésitation à poursuivre la joute électorale. Pourtant, on constate qu'il y a une forme de transformation de son propre rapport à la candidature entre le premier et le second tour, qu'évoquait Hervé Gaymard. Alors, finalement, Hervé Gaymard, peut-on dire que, après la déception du premier tour, de Gaulle est envisagé quelque part de se retirer? Il est très difficile de le savoir. Certains l'estiment dans son entourage, d'autres non. Donc on ne va pas faire parler le général de Gaulle, mais ce qui est vrai, c'est que dans sa vie, il a eu des hauts, des bas, et qu'il y a eu des moments où il a eu envie de tout lâcher, mais il n'a jamais lâché. Et très vite, il se remet en selle, et cette campagne de l'entre-deux tours est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus humaine, et aussi elle porte le fer sur les failles de ses adversaires. C'est pas lui qui le fera, c'est Malraux qui le fera dans un très grand discours au Palais des Sports, alors qu'avant le premier tour, on n'attaque pas les autres concurrents. En fait, de Gaulle a sans doute confondu une élection présidentielle avec un référendum. Un référendum, c'est très simple, c'est oui ou non. Tandis qu'une élection présidentielle, il y a plusieurs candidats. Donc, le oui et le non ne marchent pas. Et donc, on peut estimer que de ne pas avoir été élu est une contre-performance. Je pense qu'il l'a pensé, évidemment, mais quand on regarde la chronique des élections présidentielles, il fait quand même un score tout à fait exceptionnel. Et d'ailleurs, en termes de nombre de voix, il gardera cette confiance jusqu'au référendum de 1969, qui est négatif, mais avec un nombre de oui dont on n'insiste pas assez sur l'importance. Regardons un peu cette affiche. Pour le succès de la France, une affiche qui se veut moderne, notamment dans sa conception, quel est le message finalement que de Gaulle essaie de faire passer aux Français à travers cette affiche? Est-ce que c'est une campagne personnelle ou est-ce que quelque part c'est une campagne qui s'inscrit dans une forme de grande histoire française? Il a toujours voulu incarner le rassemblement de la France, de toutes ses sensibilités politiques, dès le 18 juin 1940 à Londres. Donc il y a évidemment un drapeau français qui est sa marque de signature, avec une trame tricolore sur son portrait de profil, et ce n'est pas le général de Gaulle, puisqu'il est en civil, c'est Charles de Gaulle. Mais justement, est-ce que le tournant entre le premier et le second tour, ça ne réside pas aussi dans l'acceptation par le général de Gaulle du cadre médiatique de la campagne présidentielle? Oui, parce que d'habitude, toutes ces déclarations sont un peu marmoréennes. Il est derrière un bureau, il déclame un texte de mémoire parfait, comme tout ce qu'il a préparé à l'avance. Alors certes, il s'est prêté à l'exercice fréquent de la conférence de presse, où il laisse s'épanouir sa gouaille, son humour et son verbe, mais il n'avait pas trouvé jusqu'alors ce ton-là. Et en fait, c'est cet entretien télévisé avec Michel Roy à la télévision, pris sur son temps de campagne, qui lui permet de se faire connaître aux Français avec des selfies absolument désopilantes qui mettent les rieurs de son côté. Quand on lui a proposé cette émission, il dit « Ah, ils veulent que je vienne dans les Français en pyjama ». Donc il est allé en pyjama dans les Français. Et d'ailleurs, il y a un dessin de Jacques Faisan dans le Figaro qui explique tout, où De Gaulle est assis avec Marianne sur ses genoux, et Marianne lui dit « Si tu m'avais parlé comme ça depuis le premier jour ». Cette dernière affiche de l'agence Le Fort Openau, « J'ai 7 ans, laissez-moi grandir », ouvre aussi un autre aspect sur lequel il faut réfléchir de cette élection présidentielle de 1965. L'élection de décembre 1965, c'est une borne pour la 5e République.
c'est aussi la conception de la présidence, c'est enfin l'acceptation de l'élection elle-même qui sont en jeu. Alors, Hervé Gaymard, le fait d'être réélu en 1967, mais d'être cette fois choisi par les Français, au suffrage universel, est-ce que pour Charles de Gaulle, ça change la pratique présidentielle? Est-ce que ça ouvre de nouveaux horizons quelque part? Bien sûr, puisque dès lors, cette élection présidentielle au suffrage universel, j'allais dire, rentre dans l'imaginaire des Français. Et ce qu'il est très intéressant de regarder, c'est l'élection présidentielle de 69, puisqu'il y a deux candidats qui nient en quelque sorte la fonction présidentielle. Il y a la candidature Defferre-Mendès-France, Defferre comme président, Mendès-France comme Premier ministre, qui échoue lamentablement avec 5% des suffrages, je crois. Alors qu'on est un an après mai 68, 2 ans après les élections législatives de 67, où la gauche avait failli gagner les élections législatives à un siège près. Donc 2 ans après, le candidat de la gauche socialiste ne fasse que 5% en niant la prééminence présidentielle, ça en dit beaucoup. De même, le candidat centriste, président par intérim, puisque c'est le président du Sénat, Alain Poher, fait une campagne morne, triste, à l'image du président qu'il aurait été s'il avait été élu. Et donc, je pense que 1969, c'est vraiment la vraie césure de la Ve République, où désormais tous les candidats endosseront l'habit du président. Notamment François Mitterrand. Et François Mitterrand, qui n'est pas candidat, qui est candidat en 65, qui n'est pas candidat en 69, et qui sera à nouveau en 74, avant d'être élu en 81, et en chaussant les bottes de cette Ve République qu'il a tellement combattue. Ce sera peut-être la question finale. L'objectif initial pour De Gaulle, par cette élection, de permettre à ses successeurs de bénéficier aussi d'une légitimité, d'une onction populaire forte. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le dernier leg, quelque part, la dernière chose qu'il laisse derrière lui pour façonner la Ve République? Quand on relit les débats de 1962, les opposants à l'élection du président de la République au suffrage universel disent « mais attention, peut arriver à l'Élysée quelqu'un qui n'en a pas les capacités ». Mais ce que rétorquent les partisans de la réforme, ils disent rien ne garantit qu'un Premier ministre anglais ou un chancelier allemand ou un Premier ministre italien ne puisse pas encourir le même reproche. Donc, mais c'est le souvenir en France de la tradition plébiscitaire liée à la façon dont la Deuxième République s'est mal terminée, avec un président de la République élu au suffrage universel qui ensuite fait un coup d'État. Mais on oublie complètement que la Seconde République, c'était un régime de séparation des pouvoirs, où le conflit entre l'exécutif et le législatif était à peu près inévitable. Dans l'origine de la Ve, on n'est pas du tout dans la même configuration, parce que nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Nous sommes dans un régime parlementaire avec une prééminence présidentielle, ce qui est bien évidemment complètement différent. Aujourd'hui, les Français sont extrêmement attachés à élire leur président. Et d'ailleurs, une des affiches de la campagne mettait le point là-dessus. Oui, c'est vous qui élirez votre président de la République. Et dans les débats, notamment à l'Assemblée nationale, Paul Reynaud fait un très grand discours contre l'élection du président de la République, au suffrage universel, et il dit à Georges Pompidou, Monsieur le Premier ministre, allez dire à l'Élysée que la République est ici et non ailleurs. Bon. Et Malraux lui répond, si en 1940, comme en 1958, la République avait été ici et non ailleurs, c'eût été bien dommage pour elle. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Hervé Gaymard, et nous espérons avoir apporté un éclairage sur cette date
peut-être sous-estimé dans son importance, mais malgré tout charnière dans la définition définitive de ce qu'est la Ve République.